1944, la Seconde Guerre mondiale déchire la planète. Les bombes volaient de tous côtés. Les Alliés se livrent à une guerre sans merci pour libérer l'Europe, occupée par les nazis. C'est une guerre au cours de laquelle les deux camps vont jouer une véritable partie d'échecs. Depuis les plages de Normandie, l'eau de la mer était couleur rouge sang. aux forêts allemandes, Des milliers de cadavres gisaient devant moi. chaque camp déploiera des armements de plus en plus puissants et sophistiqués. Ces tanks donneront un avantage de taille aux Américains. C'est une arme très efficace. Voici l'histoire de l'ultime campagne des Alliés, contée par les hommes qui l'ont directement vécue. On tirait, et ensuite on manœuvrait. Il était comme un frère pour moi. Le débarquement en Normandie a pris Hitler par surprise. Mais les 7 semaines qui suivent, les Allemands renforcent leur défense et parviennent à contenir l'avancée alliée. Enlisés dans d'intenses combats, les Alliés doivent pénétrer plus avant dans les terres normandes pour libérer la France. Commence alors un féroce et sanglant périple face à un ennemi tenace sur un terrain difficile. C'était comme une condamnation à mort perpétuelle. On allait se coucher le soir avec le sentiment que le jour d'après serait le dernier. Voici l'histoire de la bataille de Normandie. En 1944, après 4 ans et demi de guerre, l'Allemagne nazie est menacée de toutes parts. Sur le front oriental, l'armée rouge de Staline a lancé une gigantesque offensive en Biélorussie. En Italie, les Allemands ont abandonné Rome et battent en retraite vers le nord. Après le débarquement en Normandie, près d'1 million de soldats alliés se déploient dans le nord de la France. Si cette guerre semble tourner en faveur des Alliés, ils restent bloqués en Normandie durant les 7 semaines suivant le débarquement. Ils doivent trouver le moyen de percer les lignes ennemies et de faire avancer le deuxième front pour que la grande offensive prenne de vitesse l'armée rouge à l'est. Mais toute avancée à l'intérieur des terres va s'avérer difficile pour les Alliés. Quand les Allemands comprennent qu'il n'y aura pas d'autre débarquement, ils envoient des renforts dans cette région de France. Sur le papier, les forces allemandes sont beaucoup plus fortes. Elles sont composées de 7 divisions blindées, un grand nombre de divisions de Waffen-SS, la plupart considérées alors comme des unités d'élite et sont lourdement équipées. En théorie, les Allemands sont très forts. Mi-juillet, Britanniques et Canadiens sont engagés dans un assaut brutal aux environs de Caen. Et c'est à la première armée américaine du général Bradley que revient la charge de tenter cette offensive vitale. À 51 ans, Omar Bradley, ancien commandant de l'école d'infanterie de l'armée américaine à Fort Bragg, a supervisé la création de la première division aéroportée américaine, la 82e. D'abord à la tête d'une division lors du débarquement allié en Afrique du Nord et en Sicile, il prend le commandement de la première armée américaine qui s'apprête à envahir l'Europe. Bradley est habitué à travailler avec Dwight Eisenhower, le commandant suprême des forces alliées en Europe et ancien camarade de classe de West Point. Omar Bradley est un très bon général. Il est coriace, intelligent et expérimenté. Mais il est méthodique et donc peut-être un peu lent. En tant que commandant de la première armée américaine, il est sous les ordres du général Bernard Montgomery, avec qui il ne s'entend pas très bien. Montgomery se plaint souvent de se voir reprocher la lenteur de Bradley. L'assaut allié de la seconde armée britannique aux environs de Caen a attiré l'essentiel des forces allemandes dans cette direction.
La première armée américaine fait donc face à une ligne allemande relativement affaiblie. À l'aide de bombardiers et d'artillerie lourde, Bradley prévoit d'attaquer et de faire sauter l'étroit front allemand près de Saint-Lô. L'infanterie et les chars américains pourront alors traverser la ligne, s'emparer d'Avranches et sécuriser leur sortie de Normandie. Dans le même temps, Britanniques et Canadiens lanceront un assaut capital dans les environs de Caen, clouant les divisions allemandes au sol et les empêchant de contrer l'attaque de Bradley. Les Alliés ont le contrôle total du ciel de Normandie. Leurs avions peuvent bombarder, mitrailler et pilonner les forces allemandes au sol sans risque de représailles de la Luftwaffe, qui n'est plus aussi puissante qu'autrefois. Mitrailleur allemand, Joseph Schroeder a combattu à Omaha Beach. Je n'oublierai jamais à quel point ça nous a sapé le moral. Nous ne pouvions rien faire pour les arrêter. Il n'y avait plus un seul avion de chasse allemand dans les airs. Aucun tir anti-aérien n'était tiré. Rien. Dans le camp allemand, une mauvaise blague courait sur la manière de reconnaître les avions. Si vous leviez les yeux et que vous aperceviez un avion argenté, c'était un Américain. Un noir, c'était un Britannique. Si vous ne perceviez rien, c'était un Allemand. Le ciel appartient peut-être aux Alliés, mais au sol, les Allemands, désormais retranchés dans le bocage normand, ont l'avantage. Le bocage est constitué de petits champs, parfois de quelques arts à peine, délimités par des haies. Canonnier de char, Cecil Newton a participé au débarquement. Personne n'avait aucune idée de ce qu'était le bocage. Ces chemins encaissés, ces hautes haies, ça a été une découverte et un grand choc pour moi. Les routes étaient bordées de chaque côté par de hauts buissons et des fossés envahis par la végétation. Ils étaient assez profonds, 1,20 m, parfois plus. C'était bien utile, on pouvait s'y cacher. Quand on nous tirait dessus, les balles nous passaient au-dessus. Comme ils étaient couverts par les arbres, on ne les voyait pas du ciel. C'était comme un tunnel. Les troupes américaines doivent se débattre dans cet enchevêtrement de haies. Certaines étaient hautes d'1 ou 2 mètres. Et elles faisaient le tour de chaque champ. Alors il fallait se frayer un chemin d'une haie à l'autre. Les Allemands ont l'avantage d'un système de tranchées naturelles. Ils utilisent les haies pour déplacer leurs hommes et se replient dans les églises ou les fermes. Ce terrain de combat était comparable aux tranchées de la Première Guerre mondiale. Et pour certains Américains qui avaient combattu dans le Pacifique, ça leur rappelait la jungle. Mais certaines unités alliées apprennent à tirer parti de cette topographie. La présence de haies avait les avantages de ses inconvénients. S'il était très difficile d'y progresser, elles permettaient de se protéger de l'ennemi. La plupart du temps, elles servaient de protection. La stratégie des troupes alliées est de traverser les haies pour arriver en terrain découvert dans les jours qui suivent le débarquement. Les 29e et 35e divisions d'infanterie américaines ont pour mission de traverser et de prendre les positions les plus délicates autour de Saint-Lô pour permettre au général Bradley de lancer son offensive, baptisée Opération Cobra. Le jour du débarquement, la 29e division a connu un baptême du feu sanglant à Omaha Beach. Elle doit maintenant faire face à un tout autre enfer. Chaque route, chaque voie d'accès peut être minée et l'ennemi peut s'y tenir en embuscade. Dans le bocage, il fallait faire attention où on mettait les pieds.
Il fallait être très prudent. Il ne fallait pas avancer groupé. Les fantassins devaient faire preuve de discernement. Les Américains doivent improviser des moyens de franchir ces épaisses haies, ce qui s'avère difficile. Nous avions des torpilles Bangalore et du fil barbelé. On ne se débarrasse pas de telles haies facilement. Elles étaient enracinées dans la terre normande depuis 2 siècles. Dans les ateliers de la division blindée américaine, les ingénieurs récupèrent les chevaux de frise, obstacles métalliques, abandonnés sur les plages par les Allemands pour les souder à l'avant de leurs tanks. Les Américains les surnomment dès lors les rhinos. Ça ressemblait à un râteau à l'envers. Évidemment, ça pesait facilement 1 tonne. Leurs chars modifiés en première ligne, les troupes américaines commencent à progresser à travers les haies en direction de Saint-Lô. Mais les unités en tête de cortège sont ravagées par les incessantes embuscades allemandes. Nous avons débarqué le 6 juin. Le 9, nous aurions dû prendre Saint-Lô. Il nous a fallu 6 semaines pour y arriver, retardés par toutes ces haies à traverser. En fait, on essayait de faire le plus de bruit possible avec nos armes. Ça s'est passé comme ça. Et ensuite, quand on tirait suffisamment, on reculait de 50 ou 100 mètres jusqu'à la haie suivante. Ces haies nous ont sauvé la vie. Sans elles, nous n'y serions jamais arrivés. On reculait pour laisser les Américains canarder notre ancienne position, alors que nous étions déjà 200 à 300 mètres plus loin, en réalité. En juillet, dans les 2 semaines de combat pour atteindre Saint-Lô, le 19e corps américain a perdu 11 000 hommes et n'a avancé que de 8 kilomètres. Nous avons atteint un autre champ sur lequel les Allemands tiraient des obus de mortier. C'est là que j'ai vu mon colonel, le colonel Terry, avancer avant d'être touché par un sniper. Il s'est effondré au sol. Son casque a volé. Il était mort. Peut-être une demi-heure plus tard, j'ai été frappé par un éclat d'obus de mortier et j'ai été renvoyé en Angleterre. Le même jour, le major Howie, à la tête d'un bataillon du 116e régiment d'infanterie américain, assure à son commandant que ses hommes vont prendre Saint-Lô. Quelques instants plus tard, le major Howie est tué par un obus d'artillerie. Le lendemain, quand ses hommes prennent enfin Saint-Lô, il dépose son corps, recouvert du drapeau américain, sur les ruines de la cathédrale de la ville. Des leçons ont été tirées de la prise de Saint-Lô. Bradley décide d'utiliser une puissance de feu écrasante pour garantir le succès de l'opération Cobra. Élément crucial, l'assaut sera appuyé par la 9e division des forces aériennes tactiques des États-Unis, composée de près de 400 avions. L'opération Cobra sera dirigée par le 7e corps de la 1re armée américaine. Les 9e et 30e divisions d'infanterie lanceront l'assaut initial, suivi de la 2e division blindée et de la 1re division d'infanterie, ainsi que des unités du 8e corps. La 3e armée américaine, menée par le général George Patton, se tiendra prête à s'engager dans toute brèche ouverte par la 1re armée. La 1re armée de Bradley lancera l'opération Cobra en même temps que la 2e armée britannique lancera la sienne sur Caen, l'opération Goodwood. Le 18 juillet, Goodwood se déroule comme prévu. Mais Cobra doit être retardé. Les nuages empêchent tout appui aérien. Le 25 juillet à 9h30, l'opération Cobra démarre avec 1 semaine de retard.
La première phase de l'attaque consiste en un bombardement aérien massif des positions allemandes sur une bande de 6 km sur 2. 1500 bombardiers B-17 et B-24 font pleuvoir plus de 4000 tonnes d'explosifs lourds sur la zone cible. Il y avait tellement de bombardiers qu'on aurait dit un tapis volant. De l'horizon jusqu'au-dessus de nos têtes. Je ne pouvais voir les derniers qu'à la jumelle. Un tapis de bombardiers. La division blindée Panzerlehr est la plus touchée par les bombardements. Elle perd près d'1 millier d'hommes, soit un tiers de son effectif total. Les troupes en première ligne ont été les plus durement touchées. Pour reprendre une expression de la Première Guerre mondiale, elles ont été complètement obusitées. Elles ne sont plus opérationnelles. Ça a des conséquences désastreuses sur le moral des troupes. L'enfer, c'était l'enfer. Il n'y avait plus qu'à s'allonger et attendre d'être frappé à nouveau, de mourir docilement. Quand on est propulsé dans les airs, on ne s'en rend même pas compte. Beaucoup ont été projetés au fond des cratères par la force de l'explosion. C'est l'une des missions d'appui au sol les plus dévastatrices de la guerre. Mais tous les obus n'atteignent pas la bonne cible. Le vent avait tourné. Les obus devaient viser au sol les fusées éclairantes de différentes couleurs. Mais comme les pilotes ne les voyaient pas, ils ont bombardé nos hommes. Un bon nombre d'obus ont raté leur cible. Une centaine d'Américains sont tués sur le champ, dont le général Leslie McNair, le plus gradé des commandants des opérations au sol à avoir été tué pendant la Seconde Guerre mondiale. Malgré les pertes infligées à ses propres effectifs, les bombardiers ont fait leur travail. L'armée de l'air ouvre une brèche de 6,5 km dans les lignes allemandes. La première armée de Bradley doit s'y engager rapidement et conquérir le plus de territoire avant que les Allemands ne le récupèrent. L'infanterie américaine commence son avancée. En face, les forces allemandes sont commandées par un Feldmarschall très expérimenté, Günther von Kluge. Officier prussien de la vieille école, von Kluge s'est fait remarquer par Hitler lors des campagnes de France et de Russie. Au début du mois de juillet, Hitler limoge von Rundstedt et nomme von Kluge commandant des forces de la Wehrmacht sur le front occidental. Rommel est blessé au cours d'une attaque aérienne alliée. Von Kluge devient chef du groupe d'armée B. Hitler espère un miracle de von Kluge, mais le commandant chevronné a de mauvaises nouvelles pour le Führer. Il écrit rapidement à Hitler pour lui confirmer ce que Rundstedt et Rommel lui avaient déjà dit un mois auparavant. Les troupes allemandes ne peuvent plus tenir la ligne. Elles sont épuisées, à court de munitions et elles manquent d'hommes. Von Kluge compte sur la 7e armée pour contrer les attaques américaines. Mais au combat depuis le débarquement, certaines unités sont en sous-effectif et épuisées. Toutes sont à court de carburant et de munitions. Arrivée en Normandie 6 semaines plus tôt avec plus de 200 chars, la division Panzerlehr n'en compte plus que 31. Mais la Panzerlehr et la 2e division blindée SS Das Reich sont des unités d'élite et restent dangereuses en toutes circonstances. Les problèmes de Kluge ne s'arrêtent pas là. Le raid aérien américain dévastateur et les tirs intensifs d'artillerie empêchent toute communication avec les unités avancées. Impossible de savoir ce qui se passe sur le front. De son côté, l'armée américaine est équipée d'une technologie de pointe qui rend son commandement et son contrôle des plus efficaces. La technologie américaine a révolutionné les méthodes de transmission au combat.
Contrairement aux autres armées qui utilisent encore des transmetteurs radio avec de longues antennes et des opérateurs radio qui révèlent les positions, chaque commandant des forces américaines possède son propre émetteur, avec lequel il peut rester en contact direct avec d'autres unités. Les Allemands, eux, utilisent toujours la technologie de la Première Guerre mondiale. Ils n'ont pas réussi à mettre au point une technologie sans fil décente. Ils utilisent encore des téléphones de campagne avec des câbles reliant tous les postes de commandement et les quartiers généraux. Quand le raid aérien et les tirs d'artillerie américains ont fait sauter les positions allemandes, les câbles ont été coupés et les contacts entre les forces allemandes ont été interrompus, les empêchant de commander leurs troupes. Quant à elles, les forces alliées utilisent la transmission radio pour coordonner les forces aériennes et terrestres. Tout a commencé à Saint-Lô, quand l'armée de l'air nous a bombardés 2 fois. Ils n'avaient aucun contrôle sur les avions. Alors, l'armée américaine a mis au point un système de transmission sol-air. La 9e Air Force a été constituée et les P-47 ont été attribués à l'appui de l'infanterie. Je crois que le Thunderbolt avait 8 mitrailleuses de calibre 50 sous les ailes. Des mitrailleuses très puissantes, principalement dédiées à l'appui de l'infanterie. Quand nous lancions des attaques, ils passaient au-dessus de nous et ouvraient le feu devant nous, où ils arrivaient en parallèle de la ligne de front. Mais ce nouveau système rencontre quelques problèmes de mise en route. Les chars américains avaient leur propre radio, mais ils émettaient sur une fréquence différente de celle des avions de chasse. Les Américains ont donc dû placer des opérateurs radio de l'armée de l'air dans les chars avec des radios spéciales leur permettant d'entrer en contact avec les pilotes des P-47 et des P-51. À la fin de la première journée de l'opération Cobra, la progression du 7e corps de l'armée américaine est décevante. 3 kilomètres seulement. Mais le lendemain matin, le général Bradley enrôle les chars Sherman des 2e et 3e divisions blindées. Les rapports font état que les troupes américaines qui ont passé la ligne de front ne rencontrent qu'une faible résistance. Au matin du 3e jour, le commandant de la 30e division d'infanterie américaine, le général Hobbs, déclare « La ligne de front a éclaté ». Le même jour, les troupes américaines libèrent Coutances, Cerisy-la-Salle, Villebaudon et menacent la moitié de la 7e armée allemande dans la poche de Roncey. Prises au piège, les unités allemandes, dont ce qui reste de la 2e division blindée SS Das Reich, tentent de se frayer un chemin dans l'obscurité. Ils foncent tout droit dans la 2e division blindée américaine. Après une nuit de combats féroces et désordonnés, les Allemands sont décimés. Peu d'entre eux s'en sortent. Sous la force de l'assaut aérien et terrestre des États-Unis, la 7e armée allemande commence à s'effondrer. Ce n'est qu'après les bombardements, et une fois que les Alliés sont arrivés à Avranches, que nous avons compris que nous n'en avions plus pour longtemps. Je devais participer à une attaque sur Avranches, mais elle a été annulée. Les Allemands commencent à se rendre en masse, 7000 en une seule journée. Les prisonniers allemands qui bloquent les routes retardent plus l'avancée des Américains que leur résistance. Le 30 juillet, la 4e division blindée américaine libère Avranches. Le lendemain, elle reprend le pont de Pont-Aubeau qui est toujours debout. C'est un point d'entrée stratégique en Bretagne et au-delà. Le moment est arrivé de laisser la place au général Patton et à la 3e armée américaine. Dès le début de sa carrière, Patton est convaincu que les principales missions d'un soldat sont d'avancer et de tirer. Sans ça, vous n'étiez qu'un piètre soldat. Il allait enfin pouvoir mener sa 3e armée en Bretagne, de l'autre côté du pont. Un large crochet par la droite qui allait permettre de déstabiliser la défense allemande et de contourner l'ennemi. En 3 jours seulement, les 7 divisions américaines traversent le pont de Pont-Aubeau en direction de la Bretagne à l'ouest, de la Loire au sud et du Mans au sud-est. En Bretagne, les forces allemandes n'attendent pas les Américains. Elles se replient vers les ports fortifiés de l'Atlantique.
Leurs lourds canons côtiers, si bien protégés qu'ils sont quasiment immunisés contre toute attaque d'artillerie ou aérienne, tiennent les forces américaines à distance pendant des semaines. Pendant que l'infanterie américaine encercle les ports, les divisions blindées de Patton sont libres de continuer leur progression dans la campagne française à une vitesse étonnante. L'avancée rapide des Américains est due à l'utilisation des forces mécanisées. Voici un semi-chenillé américain produit pendant la Seconde Guerre mondiale. Avant la guerre, les Américains avaient testé différentes options. Ils savaient qu'ils devraient mécaniser leur armée si la guerre venait à éclater. Alors, juste avant le début de la guerre, ils ont monté l'avant d'un M2, un véhicule de reconnaissance, sur le châssis d'un véhicule plus long équipé de chenilles. De nombreuses entreprises ont travaillé à améliorer ce semi-chenillé. À la fin de la guerre, les Américains avaient produit 55 000 semi-chenillés comme celui-ci. La propagande nazie nous a fait croire que seule l'armée allemande était entièrement mécanisée. Mais en réalité, 80% de leur transport était effectué par des chevaux et non par des véhicules blindés ou des camions. Les 11 millions de chevaux en leur possession acheminaient une grande partie de leur matériel et de leurs hommes au front. Ce contraste souligne la capacité américaine à engager toute son industrie automobile et équipementière à produire en très grand nombre des véhicules incroyablement fiables, simples et efficaces. L'opération Cobra est une réussite totale. Après être restés coincés dans le bocage pendant près de 2 mois, les Alliés avancent enfin. À l'annonce de la percée américaine, Hitler est furieux. 10 jours auparavant, le 20 juillet, il a échappé de justesse à une tentative d'assassinat. Une bombe a explosé dans son quartier général de Prusse orientale. 4 soldats sont tués, mais le Führer s'en tire sans blessure grave. Ici, il rend visite à des soldats grièvement blessés lors de l'explosion. Les auteurs de l'attentat sont des officiers de l'armée allemande. Au moment de la bataille de Normandie, la plupart des généraux allemands, y compris Rommel, savent que la guerre est perdue. Ils cherchent désespérément un moyen de protéger l'Allemagne et leur propre carrière au sein de l'armée allemande. La relation d'Hitler avec ses généraux n'a jamais été aussi tendue. Beaucoup d'entre eux sont impliqués dans l'attentat. Hitler se méfie d'eux et fait tomber les têtes au sommet du commandement militaire allemand. Même le Feldmarschall Rommel, le général préféré d'Hitler, est impliqué dans le complot. 2 généraux allemands viennent chercher Rommel en voiture et lui laissent entendre qu'il est peut-être temps pour lui de se suicider. Et s'il ne le fait pas, il sera conduit à Berlin pour être interrogé. Nous savons tous ce que cela signifie. Rommel se suicide donc dans la voiture, sous les yeux des 2 généraux qui l'emmènent. La purge à laquelle Hitler a recours après l'attentat de juillet réduit considérablement le nombre de généraux expérimentés et compétents qu'il peut envoyer sur le front occidental. Non seulement Hitler intervient dans les opérations militaires, mais il manque d'hommes capables de les mener à bien. Durant des semaines, les commandants allemands en France, d'abord von Rundstedt, puis Rommel, et maintenant von Kluge, ont demandé à Hitler la permission de se retirer de Normandie pour ouvrir une nouvelle ligne de défense le long de la Seine. Ce qui est désormais la seule option réaliste possible. Mais au grand désarroi du Feldmarschall von Kluge, Hitler ordonne de contre-attaquer. Hitler demande à Kluge de rassembler les dernières divisions blindées en Normandie et de lancer une offensive de Mortain jusqu'aux côtes d'Avranches pour arrêter la 3e armée de Patton au sud, l'opération Lutti. Mais grâce à leur base de données top secrète baptisée Ultra, les Alliés sont capables d'intercepter les communications militaires allemandes. Et Enigma, leur célèbre machine de déchiffrement de l'information, leur permet de les décoder. Toutefois, ce n'est qu'au dernier moment que les forces américaines en première ligne sont averties de la contre-attaque allemande menée par 150 chars et les unités d'élite de la Waffen-SS. Après des combats violents aux abords de Mortain,
un bataillon de la 30e division d'infanterie américaine est encerclé sur la colline 314. Malgré de lourdes pertes, les hommes tiennent bon. Et depuis leur poste d'observation, ils signalent les positions allemandes à l'artillerie et à l'aviation. Chasseurs-bombardiers américains et britanniques se succèdent. 24 heures plus tard, l'offensive allemande est arrêtée dans sa course. Par cette intervention, Hitler a fragilisé ses troupes face à la contre-attaque alliée. Les divisions d'élite allemandes sont désormais concentrées et exposées sur la pointe ouest de la colline. Montgomery y voit l'occasion d'encercler les forces allemandes en Normandie. Alors qu'il avance rapidement sur Chartres et Orléans, Patton reçoit l'ordre d'envoyer une unité vers Argentan, au nord. Dans le même temps, la première armée canadienne nouvellement formée se dirige vers le sud, sur une position élevée, dominant la ville de Falaise. Cette offensive, baptisée Opération Totalize, est menée par le 2e corps canadien du lieutenant-général Guy Simmons, composé de forces canadiennes, britanniques et polonaises. Ils doivent d'abord s'emparer de la crête de Verrières, où déjà 2 tentatives de percée ont coûté 3000 hommes aux Alliés. Simmons planifie un bombardement aérien afin de préparer le terrain à un assaut mécanisé. Mais avec la pénurie de véhicules blindés de transport de troupes, la question se pose de savoir comment protéger l'infanterie. Dès le début de la campagne de Normandie, les Alliés sont confrontés à un problème récurrent. Quand ils avancent, leurs chars perdent parfois contact avec l'infanterie. Le commandement canadien propose une solution brillante: démonter les pièces d'artillerie qui font double emploi, principalement celles fixées sur les chars, comme les canons, et condamner les ouvertures. Ils obtiennent ainsi des véhicules de transport de troupes blindés. Ces véhicules sont utilisés pour la première fois lors de l'opération Totalize. Installés dans des véhicules blindés chenillés, l'infanterie peut ainsi avancer au même rythme que les tanks. Ce recyclage des chars est une véritable innovation, comme ce char RAM dont la tourelle a été démontée. Une unité d'infanterie d'appui et 2 conducteurs peuvent dès lors être envoyés au front, bénéficiant ainsi d'un niveau de protection dont les autres soldats sont privés. Originaire du Kent, Ian Amerton est le chef de char. Il participe au combat depuis le débarquement jusqu'à la fin de la guerre. L'opération Totalize a été repoussée pour avoir lieu la nuit. C'est d'abord le bombardier de nuit, le Lancaster de la RAF, qui a pilonné les lignes allemandes, appuyé par un lourd tir de barrage de l'artillerie terrestre alliée. Nous avons suivi vers 23 heures. Il faisait nuit noire. Vraiment nuit noire. Les bombardements terminés, les colonnes mécanisées se frayent un chemin vers leurs objectifs dans la nuit. L'attaque n'était menée que par des véhicules chenillés, c'est-à-dire des chars. L'infanterie devait suivre plus tard. Il y avait 4 lignes de chars équipés de fléaux au cas où on traverserait un champ de mines. Pour nous guider, un canon anti-aérien Beaufort tirait des balles traçantes par rafale de 5. Grâce à une planification minutieuse, l'attaque canadienne nocturne est un succès. Et à midi, la crête de Verrières est aux mains des Alliés. Des chars sont ensuite envoyés exploiter la brèche. En tête, la 4e division blindée canadienne et la 1re division blindée polonaise. Les combats devenant de plus en plus confus, les tirs amis deviennent à nouveau un problème. Les avions alliés frappent alliés et ennemis indistinctement. J'ai levé les yeux au ciel. Il y avait une nuée d'avions. Alors j'ai ôté mon casque et j'ai hurlé en direction des avions « Faites-leur en baver !» Et puis j'ai vite remis mon casque. Parce que les trappes de largage s'ouvraient,
et que les bombes commençaient à siffler. J'ai regardé autour de moi, j'ai repéré une tranchée allemande et j'ai vite sauté dedans. La première division blindée polonaise paie le plus lourd tribut à ce tir ami. La coalition alliée menée par Eisenhower dans le nord-ouest de l'Europe n'était pas uniquement composée de Britanniques, d'Américains et de Canadiens. Elle comptait d'autres nationalités qui combattaient chacune selon ses propres méthodes et pour des raisons politiques différentes. Pour des raisons politiques, la deuxième division blindée française a joué un rôle capital dans la libération de Paris. Il y avait aussi des Belges, des Néerlandais et des Norvégiens. Mais la première division blindée polonaise était la plus surprenante. Elle rassemblait des Polonais qui avaient fui la Pologne dès 1939 ou qui arrivaient des quatre coins du monde pour se battre pour leur pays. Équipée par les Britanniques, la première division blindée polonaise était rattachée à la première armée canadienne. Les Allemands sont terrifiés par les troupes polonaises qui veulent régler leur compte. C'était un petit gars des jeunesses hitlériennes. Nous l'avions touché au genou. Nous en avons tiré le maximum, mais il n'était pas vaillant. Il avait besoin de soins médicaux. La première division blindée polonaise était sur le point de nous dépasser pour lancer la prochaine offensive. Alors je suis allé jusqu'à un semi-chenillé peint d'une croix rouge et j'ai dit au médecin que nous avions un prisonnier qui avait besoin d'aide. Il a envoyé 2 de ses hommes avec une civière qu'ils ont déposé à côté du gamin. C'était un gamin, il n'avait que 15 ans. Quand ils se sont penchés vers lui pour le mettre sur le brancard, il a vu leur plaque. Pologne. Il a refusé d'aller avec eux. 99999. Mais ils l'ont quand même emmené sur la civière. Je me suis souvent demandé ce qu'il était devenu. C'est désormais la 12e division blindée SS, la célèbre unité des jeunesses hitlériennes qui mène la contre-attaque sur les forces de l'opération Totalize. Ils sont appuyés par une colonne de 7 chars Tiger menée par le redoutable chef de char SS, Michael Wittmann. Jadis, les Alliés considéraient ces lourds chars allemands quasiment invincibles. Désormais, ils disposent d'une arme capable de les arrêter. Les Britanniques ont du mal à faire rentrer leurs nouveaux canons anti-chars 17 Pounder dans leurs tanks. Pris de court, ils les installent dans des Sherman. Le 17 Pounder tire des obus perforants. Il a donc une plus grande force de pénétration que le Tiger 88 mm allemand. Lors de l'opération Totalize, les Britanniques se déploient de nuit de chaque côté de la route menant de Caen à Falaise. Comme ils en ont l'habitude, les Allemands lancent très vite une contre-attaque. Les Tigers de Wittmann progressent sur une route reliant Caen à Falaise, bordée de bois de part et d'autre, quand ils sont pris en embuscade par la Northants Yeomanry. Aux commandes d'un Sherman Firefly, un jeune artilleur, Joe Ekins, fait sortir son char du bois et prend les Tigers allemands par derrière, avant de remonter toute la colonne. Dans le même temps, les chars canadiens ouvrent le feu depuis l'autre côté de la vallée. Il est assez ironique que Britanniques et Canadiens aient uni leurs forces pour anéantir Michael Wittmann, célèbre tankiste allemand et icône de la propagande SS. Le lendemain, le 9 août, les troupes canadiennes progressent en direction de Falaise. Les Allemands sont désormais dans une situation désespérée. Mais ils se battent d'arrache-pied pour conserver les bois de Kenney et la colline 195. Nous avons perdu une vingtaine d'hommes. Notre sergent a été tué, alors qu'il était encore avec moi quelques minutes auparavant. Et je n'ai jamais compris ce qui s'était passé. L'unité d'Alex Adair doit se replier.
Et malgré des débuts prometteurs, l'opération Totalize est forcée de s'arrêter sur toute la ligne de front. En prenant Falaise, le commandement allié espérait encercler les forces allemandes dans une poche. Pour l'heure, le piège n'est toujours pas refermé. Mais Simmons n'a pas dit son dernier mot. Le 14 août, les troupes britanniques, canadiennes et polonaises sont prêtes pour une nouvelle offensive, par laquelle le commandement allié espère anéantir définitivement l'armée allemande en Normandie. De son côté, Hitler n'ordonne que de vaines contre-attaques. Ce n'est qu'au dernier moment qu'il admet la menace d'encerclement et autorise le repli. Il limoge néanmoins l'homme qui préconise ce plan d'action depuis des semaines, le commandant sur le front occidental, le Feldmarschall von Kluge. Déçu par Kluge, et considérant que son absence du quartier général indique qu'il est en train de négocier avec les Alliés, Hitler le rappelle à Berlin. Kluge sait qu'il est condamné. Avant de se suicider, il rédige une longue lettre incohérente dans laquelle il rejette la cause de son échec sur tout le monde. Le 19 août, la première division blindée polonaise rejoint la 90e division d'infanterie américaine à Chambois. Le piège vient de se refermer sur une quinzaine de divisions allemandes. Pendant 2 jours, unités d'élite SS et parachutistes allemands tentent d'ouvrir un corridor de sortie, sous les bombardements incessants des Alliés. C'était horrible. C'est impossible à décrire. Surtout Falaise. Tout ce bruit, tous ces tirs, un grondement continu. On essayait d'entendre les ordres, mais c'était impossible. On ne pouvait que suivre le mouvement et espérer qu'on allait dans la bonne direction. Les Typhoons de la Royal Air Force enchaînent les raids, décimant les forces allemandes acculées. Testé pour la première fois en 1940, ce puissant chasseur-bombardier monoplace est difficile à manœuvrer, même pour les pilotes les plus expérimentés. Pour vous donner un exemple, un moteur Hurricane développait environ 1300 chevaux. Celui du Typhoon en développait 2400. C'était un chasseur monstrueux. Quand le Hurricane pesait 2,5 tonnes, le Typhoon, lui, en pesait 7. C'était un avion gigantesque. Le Typhoon est équipé d'un arsenal dévastateur. 4 canons de 20 mm et 8 roquettes non guidées, chacune armée d'une ogive de 27 kg d'explosifs. Nous descendions un piqué à 50-60 degrés pour tomber à 2000-3000 pieds. On tirait des roquettes. On tirait au canon. Et quand on s'approchait trop près du sol, on remontait. Le 21 août, les Alliés assiègent le dernier corridor de sortie. Encerclée de toutes parts, la 7e armée allemande est sous le feu incessant des tirs d'artillerie et des bombardements aériens. Pour les soldats allemands, la poche de Falaise est l'enfer sur terre. Des milliers de soldats sont tués. Les 50 000 survivants se rendent. Ce massacre laisse les soldats des 2 camps sous le choc. Je veux rentrer à la maison, je veux rentrer à la maison. C'est tout ce qu'ils savaient dire. Je les comprenais, je ne pensais qu'à ça moi-même. Finissons-en et rentrons chez nous. Nous leur donnions des cigarettes, de l'eau, tout ce qu'ils voulaient. Nous n'avions aucune animosité envers eux. Nous les avons un peu dépouillés. Nous avons pris leurs montres, leur argent, tout ce qu'ils possédaient. On trouvait ça normal. Nous ne voyions rien de mal à ça. Mais nous avions du respect pour eux. Ils avaient fait leur boulot. Ils étaient tout aussi heureux que nous que ce soit fini, et nous étions soulagés qu'ils se soient rendus.
Ceux qui se rendent abandonnent derrière eux les corps de 10 000 camarades, ainsi que des centaines de véhicules et d'armes, et les milliers de chevaux utilisés par une armée en manque de carburant. Quel débâcle pour tous ces Allemands. Tous ces équipements, tous ces corps éparpillés un peu partout, tous ces véhicules détruits. À ce moment-là, nous avons eu pitié des Allemands. C'était un vrai massacre. À la poche de Falaise, nous avons commencé à avoir de la peine pour eux. Ils s'étaient fait prendre au piège à cause des ordres stupides donnés par Hitler. Et on compatissait à leur sort. Mais certains étaient des fanatiques et on savait qu'ils ne montraient aucune pitié. Quand le général Dwight Eisenhower, commandant suprême des forces alliées, se rend sur le champ de bataille, il le décrit comme certainement le plus grand charnier de toute la zone de guerre. Vous pouviez parcourir 100 mètres en ne marchant que sur des cadavres en décomposition. D'autres mauvaises nouvelles attendent Hitler. Alors que la bataille de Falaise faisait rage, 150 000 soldats alliés ont débarqué en Provence, dans le cadre de l'opération Dragoon. L'avancée stratégique sur Falaise, puis sur Paris, et le débarquement en Provence des troupes américaines de l'opération Dragoon anéantissent complètement les espoirs allemands de conserver la France. Il en résulte la déroute. Les Allemands tentent de relier l'Est le plus rapidement possible pour y installer une ligne de défense quelle qu'elle soit. Alors que la poche de Falaise tombe aux mains des Alliés, les troupes de Patton établissent déjà des têtes de pont sur la Seine, envisagées un temps comme ligne de repli par les Allemands. Le problème de Patton n'est plus la résistance allemande, mais le ravitaillement en carburant de ces unités avancées. Dans toute la France, les troupes alliées avancent désormais plus vite que les Allemands lors de la Blitzkrieg de 1940. Chaque jour, de nouvelles villes et de nouveaux villages sont libérés. Les Français étaient fous de joie. Ils étaient accueillants. Ils nous couvraient de baisers. Ils nous donnaient du vin, de l'alcool, des oranges. Ils avaient la mauvaise habitude de nous jeter des fruits. Beaucoup de conducteurs de chars se sont retrouvés avec un œil au beurre noir après avoir reçu une pomme en pleine tête. Les Français criaient, ils chantaient la Marseillaise, des cantiques, le God Save the King, tout ce qui leur venait à l'esprit. Nous n'avions jamais vu ça. Mais après les terribles destructions et les souffrances infligées par les bombardements alliés, certains habitants de la région sont plus critiques envers leurs libérateurs. À notre arrivée, les Français ne se sont pas montrés très enthousiastes. Mais il fallait les comprendre. Ils avaient beaucoup souffert des bombardements en Normandie. À ce stade, je ne crois pas qu'ils nous apprécient beaucoup. Mais plus tard, ils se sont montrés très chaleureux. La capitale française représente un défi particulier pour les Alliés. Sans être une cible stratégique, Paris est un enjeu politique. Et sa libération revêt une haute valeur symbolique. Eisenhower décide de libérer Paris. Mais il commet une grave erreur en refusant au général Leclerc, à la tête de la seule division blindée française, de mener l'offensive. Leclerc décide de passer outre, devance le reste des troupes alliées et entre dans Paris, passant ainsi pour l'unité à la tête des forces de libération alliées. Alors que les rues de Paris résonnent des coups de feu échangés entre la résistance française et l'occupant, le gouverneur allemand de Paris, le général Dietrich von Coltitz, doit prendre une décision. Hitler lui avait ordonné de se battre jusqu'au dernier homme et de brûler la ville si nécessaire. Mais Choltitz refuse d'en arriver là. Il trahit Hitler et prend la décision de livrer Paris plutôt que de la défendre jusqu'à la mort. Choltitz avait une certaine admiration pour la culture, la société et la langue française.
Il ne pouvait se résoudre à exécuter cet ordre. Sa décision est également motivée par une autre raison. Comme toute personne lucide, il sait que l'Allemagne ne peut pas gagner la guerre. La politique de terre brûlée d'Hitler ne répondait à aucun impératif militaire. Choltitz sait également que s'il exécute cet ordre et qu'il est arrêté par les Alliés, sa carrière ne se résumerait qu'à l'incendie de Paris. D'une certaine manière, il essaye de couvrir ses arrières. Le 25 août, Paris est libéré, après 4 ans d'occupation nazie. Il restait encore beaucoup de snipers allemands. Mais nous avons continué jusqu'aux Champs-Élysées, juste derrière l'Arc de Triomphe. Nous devions tirer sur les snipers cachés dans les immeubles. Ça ne semblait pas inquiéter les Français. Ils nous saluaient. Ils saluaient leurs compatriotes de l'armée du général Leclerc. C'était un moment de liesse. Les Françaises nous couvraient de fleurs et de baisers. Nous avons résisté du mieux que nous avons pu. Les Alliés laissent derrière eux 2 mois d'une guerre d'usure en Normandie. Le processus de libération, commencé avec l'opération Cobra, a entraîné l'effondrement de l'armée allemande en France. Quelques jours plus tard, le regard d'Eisenhower se tourne vers l'Allemagne. Mais d'autres campagnes difficiles attendent les Alliés. L'armée allemande reste un ennemi redoutable. Expérimentée, bien dirigée, elle doit désormais se battre pour défendre son pays de l'invasion alliée.